Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas. Donc aujourd'hui, je vous propose la seconde partie de la vidéo sur les chartes. Alors la semaine dernière, nous avons parlé de la charte de la personne hospitalisée. Donc aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'étude de la charte de la personne âgée dépendante. Donc, article 1, toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'elle doit pouvoir profiter de l'autonomie que lui permettent ses capacités physiques et mentales, même au prix d'un certain risque. Mais il faut l'informer de ce risque et en prévenir l'entourage. Ensuite, ça veut dire aussi que la famille et les intervenants doivent respecter le plus possible le désir profond de la personne âgée. Alors, que dit l'article 2? Il dit que le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, doit être choisi par elle et adapté à ses besoins. Alors, la personne âgée dépendante ou à autonomie réduite réside le plus souvent dans son domicile personnel. Donc, des aménagements doivent être proposés pour lui permettre de rester chez elle. Et lorsque le soutien au domicile atteint ses limites, la personne âgée dépendante peut choisir de vivre dans une institution ou une famille d'accueil qui deviendra son nouveau domicile. En ce qui concerne le handicap mental, il rend souvent impossible la poursuite de la vie au domicile. Et dans ce cas, l'indication et le choix du lieu d'accueil doivent être évalués avec la personne et avec ses proches. Et ce choix doit rechercher la solution la mieux adaptée au cas individuel de la personne malade. Ensuite, le confort moral et physique et la qualité de vie doivent être l'objectif constant, quelle que soit la structure d'accueil. Et l'architecture des établissements doit être conçue pour répondre aux besoins de la vie privée. Un espace doit être organisé pour favoriser l'accessibilité, l'orientation, les déplacements et garantir les meilleures conditions de sécurité. Passons à l'article 3. Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie de la société. Alors ça veut dire que les urbanistes doivent prendre en compte le vieillissement de la population pour l'aménagement de la cité. Les lieux publics et les transports en commun doivent être aménagés pour être accessibles aux personnes âgées, ainsi qu'à tout handicapé, et faciliter leur participation à la vie sociale et culturelle. La vie quotidienne doit prendre en compte le rythme et les difficultés des personnes âgées dépendantes, que ce soit en institution ou au domicile. Et enfin, toute personne âgée doit être informée de façon claire et précise sur ses droits sociaux et sur l'évolution de la législation qui la concerne. Alors, l'article 4. Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes âgées dépendantes. Alors, en effet, le rôle des familles qui entourent de leurs soins leurs parents âgés dépendants à domicile doit être reconnu. Et ces familles doivent être soutenues dans leurs tâches, notamment sur le plan psychologique. Dans les institutions, la coopération des proches, la qualité de vie doit être encouragée et facilitée. En cas d'absence ou de défaillance des proches, eh bien c'est au personnel et aux bénévoles de les suppléer. Enfin, une personne âgée doit être protégée des actions qui viseraient à la séparer d'un tiers avec qui, de façon mutuellement consentie, elle entretient ou souhaite avoir une relation intime. Parce que la vie affective existe toujours, la vie sexuelle se maintient souvent au grand âge et il faut le respecter. Article 5. Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles. En effet, elle doit pouvoir en disposer conformément à ses désirs, sous réserve d'une protection légale en cas de dépendance psychique. Et il est indispensable que les ressources d'une personne âgée soient complétées lorsqu'elles ne lui permettent pas d'assumer le coût des handicaps. Article 6. Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités. Alors, des besoins d'expression et des capacités d'accomplissement persistent, même chez des personnes âgées qui ont un affaiblissement intellectuel sévère. Et développer des centres d'intérêt évite la sensation de dévalorisation et d'inutilité que ressentent souvent les personnes âgées. La participation volontaire à des réalisations qui sont diversifiées, valorisantes, qu'elles soient familiales, mais aussi sociales, économiques, artistiques, culturelles, associatives, ludiques, etc., doit être favorisée. Alors l'activité ne doit pas être une animation stéréotypée, mais doit permettre l'expression des aspirations de chaque personne âgée. Une personne âgée mentalement déficitaire doit pouvoir participer aussi à des activités adaptées.
Et les activités infantilisantes ou dévalorisantes sont à rejeter, bien sûr. Article 7. Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ça veut dire que chaque établissement doit disposer d'un local d'accès aisé qui peut servir de lieu de culte et permettre la visite des représentants des diverses religions. Et les rites et usages religieux doivent s'accomplir dans le respect mutuel. Article 8. La prévention de la dépendance est une nécessité pour l'individu qui vieillit. Eh bien oui, la vieillesse est un état physiologique qui n'appelle pas en soi de médicalisation. En revanche, la dépendance physique ou psychique résulte d'états pathologiques, dont certains peuvent être prévenus ou traités. Donc une démarche médicale préventive se justifie donc chaque fois que son efficacité est démontrée. Et les moyens de prévention doivent faire l'objet d'une information claire et objective du public, en particulier des personnes âgées, et être accessible à tous. Article 9. Toute personne âgée indépendante doit avoir, comme tout autre, accès aux soins qui lui sont utiles. Bien évidemment, aucune personne âgée ne doit être considérée comme un objet passif de soins, que ce soit au domicile, en institution ou à l'hôpital. Et l'accès aux soins doit se faire en temps utile en fonction du cas personnel de chaque malade et non d'une discrimination par l'âge. Les soins comprennent tous les actes médicaux et paramédicaux qui permettent la guérison chaque fois que cet objectif peut être atteint. Ces soins visent aussi à rééduquer les fonctions et compenser les handicaps. Ils s'appliquent à améliorer la qualité de vie en soulageant la douleur, à maintenir aussi la lucidité et le confort du malade en réaménageant espoir et projet. Et l'hôpital doit donc disposer des compétences et des moyens d'assurer sa mission de service public auprès des personnes âgées malades. Et les institutions d'accueil doivent disposer des locaux et de compétences nécessaires à la prise en charge des personnes âgées dépendantes, en particulier dépendantes psychiques. Bien entendu, des délais administratifs abusifs qui retardent l'entrée dans l'institution choisie doivent aussi être abolis. Et la tarification des soins doit être déterminée en fonction des besoins de la personne âgée dépendante et non de la nature du service ou de l'établissement qui la prend en charge. Article 10. Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des intervenants formés en nombre suffisant. Eh bien oui, une formation spécifique en gérontologie doit être dispensée à tous ceux qui ont une activité professionnelle qui concerne les personnes âgées. Cette formation doit être initiale et continue. Elle concerne en particulier, mais non exclusivement, tous les corps de métier de la santé. Et ces intervenants doivent bénéficier d'une analyse des attitudes, des pratiques et d'un soutien psychologique. Article 11. Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille. Alors, certes, les affections sévères et les affections mortelles ne doivent pas être confondues. Le renoncement thérapeutique chez une personne curable constitue un risque aussi inacceptable que celui d'un acharnement thérapeutique injustifié. Mais lorsque la mort approche, la personne âgée doit être entourée de soins et d'attention adaptés à son état. Alors, le refus de l'acharnement ne signifie pas un abandon des soins, mais doit au contraire se traduire par un accompagnement qui veille à combattre efficacement toute douleur physique et à prendre en charge la douleur morale. La personne âgée doit pouvoir terminer sa vie naturellement et confortablement, entourée de ses proches, dans le respect de ses convictions et en tenant compte de ses avis. Alors que la mort ait lieu au domicile, à l'hôpital ou en institution, le personnel doit être formé aux aspects techniques et relationnels de l'accompagnement des personnes âgées et de leur famille avant et après le décès. Article 12. La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité. Alors, seule la recherche peut permettre une meilleure connaissance des déficiences et des maladies liées à l'âge et ainsi faciliter leur prévention. Une telle recherche implique aussi bien les disciplines biomédicales et de santé publique que les sciences humaines et les sciences économiques. Le développement d'une recherche gérontologique peut à la fois améliorer la qualité de vie des personnes âgées dépendantes, diminuer leur souffrance et les coûts de leur prise en charge. Il y a un devoir de recherche sur le fléau que représentent les dépendances associées au grand âge, et il y a un droit pour tous ceux qui en sont ou en seront frappés à bénéficier des progrès de la recherche. Article 13. Protection juridique de la personne. Toute personne en situation de dépendance devrait voir protéger non seulement ses biens, mais aussi sa personne. Alors,
Ceux qui initient ou qui appliquent une mesure de protection ont le devoir d'évaluer ses conséquences affectives et sociales. L'exercice effectif de la totalité de leurs droits civiques doit être assuré aux personnes âgées, y compris le droit de vote, en l'absence de tutelle bien sûr. Et la sécurité physique et morale contre toutes agressions et maltraitances doit être sauvegardée. Lors de l'entrée en institution privée ou publique ou d'un placement dans une famille d'accueil, les conditions de résidence doivent être garanties par un contrat explicite. La personne âgée dépendante peut avoir recours au conseil de son choix. Et tout changement de lieu de résidence ou même de chambre doit faire l'objet d'une concertation avec l'intéressé. Lors de la mise en œuvre des protections prévues par le Code civil, comme la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle, il faut considérer avec attention que le besoin de protection, déjà, n'est pas forcément total ni définitif. Ensuite, la personne âgée dépendante protégée doit pouvoir continuer à donner son avis chaque fois que cela est nécessaire et possible. Et la dépendance psychique n'exclut pas que la personne âgée puisse exprimer des orientations de vie et doivent toujours être informée des actes effectués en son nom. Enfin, article 14, l'ensemble de la population doit être informée des difficultés qu'éprouvent les personnes âgées dépendantes. Alors, cette information doit être la plus large possible, parce que l'ignorance aboutit trop souvent à une exclusion qui ne prend pas en compte les capacités restantes, ni les désirs de la personne. Et l'exclusion peut résulter aussi bien d'une surprotection infantilisante que d'un rejet ou d'un refus de la réponse aux besoins. Et cette information, elle concerne aussi les actions immédiates possibles. Alors, l'éventail des services et institutions capables de répondre aux besoins des personnes âgées dépendantes est trop souvent méconnu, même des professionnels. Donc, faire toucher du doigt la réalité du problème et sa complexité peut être une puissante action de prévention vis-à-vis de l'exclusion des personnes âgées dépendantes et peut éviter un réflexe démissionnaire de leur part. Alors, nous allons maintenant aborder la charte de l'enfant hospitalisé. Alors, le premier article concerne l'admission à l'hôpital. L'admission à l'hôpital d'un enfant ne doit être réalisée que si les soins nécessités par sa maladie ne peuvent être prodigués à la maison, en consultation externe ou en hôpital de jour. Ça, c'est un fait et c'est très logique. Il faut éviter d'éloigner un enfant de son lieu de vie habituel. Ensuite, l'article 2 est consacré à l'entourage pendant le séjour. L'enfant hospitalisé a le droit d'avoir ses parents ou leurs substituts auprès de lui, jour et nuit, quel que soit son âge ou son état. Donc, tous les établissements de santé et tous les services d'hospitalisation qui acceptent d'accueillir des enfants et des adolescents doivent se donner les moyens de les accueillir avec leur entourage dans des conditions de sécurité et de confidentialité et de dignité adaptées à leur âge et à leur situation de confort moral et physique. L'hospitalisation ne doit en aucun cas rajouter un traumatisme à la maladie et doit permettre de maintenir le lien familial. Donc l'accueil de l'entourage doit être organisé pour son hébergement comme pour la possibilité d'accès permanent des parents auprès de l'enfant, hormis prescription particulière dans l'intérêt de l'enfant. Ça veut dire qu'il faut organiser l'accueil de l'entourage pour faciliter un hébergement en toutes circonstances de la famille, que ce soit des parents ou la fratrie. C'est essentiel notamment lorsque la famille vient de loin ou dans les situations de fin de vie. Alors quand on dit rendre possible l'accès permanent des parents à leurs enfants, hormis dans des situations spécifiques qui sont prévues, ce sont souvent des situations de pédopsychiatrie par exemple, dans le cadre du contrat de projet de soins aussi, et cela dans l'intérêt de l'enfant. Par exemple, la possibilité pour les parents d'accompagner l'enfant jusqu'à son endormissement lors d'une anesthésie. Alors, l'article 3, lui, précise l'implication des parents dans le processus de soins. On encouragera les parents à rester auprès de leur enfant et on leur offrira pour cela toutes les facilités matérielles sans que cela n'entraîne un supplément financier ou une perte de salaire. Et on informera les parents sur les règles de vie et les modes de faire propres au service afin qu'ils participent activement aux soins de leur enfant. Donc, ça veut dire mettre à disposition des livrets d'accueil adaptés pour les parents et les enfants et les adolescents. Ça veut dire écouter l'enfant, l'adolescent et ses parents dans le respect des références culturelles et éducatives des parents et, le cas échéant, recourir à tous les moyens mis à disposition par l'établissement de santé pour faciliter la communication et la compréhension. Alors, ça peut être un traducteur, des assistants sociaux, etc. Et il faut aussi organiser la possibilité de la présence de médiateurs interculturels pour aider à l'accueil des enfants étrangers. Passons à l'article 4, être informé sur la maladie et les soins.
Les enfants et leurs parents ont le droit de recevoir une information sur la maladie et les soins adaptés à leur âge et leur compréhension afin de participer aux décisions les concernant. Alors en effet, l'information, c'est un processus continu, répété, quotidien qui porte à la fois sur le diagnostic, le traitement et le suivi de la maladie, les règles de vie du service, le déroulement du séjour, les protocoles de recherche. Et cette information, elle prend différentes formes. Alors il y a un certain écart entre les perceptions des professionnels et des familles sur la qualité de l'information donnée. Cet écart, il est inévitable, mais il nécessite surtout de mener une réflexion pour le réduire. Alors l'information orale, elle est essentielle, elle doit être adaptée à l'âge de l'enfant, avec notamment l'importance du jeu comme vecteur de l'information et la mise à disposition de petits livrets avec des dessins. Elle doit être aussi adaptée aux capacités de compréhension des parents, comme des enfants et des adolescents, d'où l'intérêt des médiateurs interculturels si besoin. Et elle tient compte des sentiments exprimés ou manifestés par les parents, comme par les enfants et les ados. Elle accompagne l'information écrite, avec la remise de documents, les sites internet, les informations sur tableau d'affichage par exemple, et elle renforce l'information orale et favorise les questions. Et cette information, eh bien, elle nécessite du temps et un endroit dédié. L'information destinée aux enfants, elle doit être donnée chaque fois que possible, en présence des parents et en sollicitant leur participation pour adapter au mieux l'information qui est donnée. Alors il importe de s'assurer bien sûr en permanence de la compréhension et de l'assimilation des messages. Donc ce temps dédié doit permettre aux parents, enfants et adolescents de poser des questions et ainsi de se réapproprier l'histoire de la maladie, d'exprimer leur point de vue, les peurs, les refus, de surmonter l'angoisse, de retrouver confiance, de découvrir en soi la capacité d'agir, de pouvoir jouer son rôle de parent ou de continuer à grandir pour l'enfant ou l'adolescent. Alors des groupes ou modalités de partage de l'information qui associent médecins, infirmiers et autres soignants sont mises en place pour échanger sur l'information donnée et envisagée, afin d'en assurer la pertinence, la cohérence et de pouvoir exprimer les difficultés rencontrées. Alors d'un point de vue juridique, il est rappelé que les enfants et les ados ne peuvent pas désigner une personne de confiance. Les droits à l'information, y compris l'accès au dossier médical et au consentement, sont exercés par les titulaires de l'autorité parentale. Donc le patient mineur reçoit une information et participe à la prise de décision d'une manière adaptée à son degré de maturité. Et son consentement à l'acte médical et au traitement doit être systématiquement recherché, s'il est apte bien sûr à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Toutefois, une exception est prévue aux articles du Code de santé publique lorsque le traitement ou l'intervention s'impose pour sauvegarder la santé d'une personne mineure, dans le cas où cette dernière s'oppose expressément à la consultation des titulaires de l'autorité parentale. Ceci afin de garder le secret sur son état de santé. Il y a également une exception qui est prévue en ce qui concerne la prescription, la délivrance ou l'administration de contraceptifs aux personnes mineures. Dans ce cas, le consentement des titulaires d'autorisation parentale ou le cas échéant du représentant légal n'est pas requis. Et de même, un médecin appelé à donner des soins à un mineur doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent pas être rejoints, le médecin doit donner les soins nécessaires. Et si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible. Par ailleurs, il y a un article du Code de la santé publique qui prévoit que le droit d'accès au dossier médical est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. Et à la demande du mineur, cet accès peut avoir lieu par l'intermédiaire d'un médecin. Et lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur des mineurs, ceux-ci reçoivent l'information qui est prévue au Code de la santé publique et une information adaptée à leur capacité de compréhension. Et ils doivent être consultés dans la mesure où leur état le permet et leur adhésion personnelle doit obligatoirement être recherchée. Donc en toute hypothèse, il ne peut être passé outre à leur refus ou à la révocation de leur acceptation. Donc comment ça se passe dans le quotidien pour justement organiser cette information? Déjà, il faut organiser le partage d'informations par les professionnels entre eux, par des réunions régulières, les staffs, les comptes rendus, le dossier médical, etc. Ça veut dire aussi individualiser au sein de la prise en charge des temps dédiés à l'information orale des enfants et des parents. Et information essentielle dans le cadre notamment d'un entretien dédié. Et cette information orale donnée, elle est tracée dans le dossier du patient. Ça veut dire aussi remettre ou mettre à disposition un tableau d'affichage aux parents et aux enfants et adolescents. Il faut leur remettre des documents rédigés par un groupe composé de professionnels qui sont compétents sur le sujet et des représentants de parents.
Et cette explication systématique et répétée des documents d'information dans les pathologies chroniques tout le long de la maladie est nécessaire. Ça veut dire donner la possibilité d'un accès Internet dans le service aux parents, avec une liste régulièrement mise à jour de quelques sites utiles et vérifiés sur les pathologies prises en charge par le service. Alors, il existe des sites destinés aux enfants ou adolescents, soit sur les maladies spécifiques, soit sur la maladie et l'hôpital en général. Et donc, une liste de ces sites peut être établie et proposée aux enfants en collaboration avec les parents. Et il faut mettre à disposition des livrets illustrés pour les enfants et les ados, en collaboration toujours avec les parents. Ça veut dire aussi réaliser régulièrement des évaluations qualitatives auprès des familles et des enfants sur la perception qu'ils ont de l'information fournie. Et ces évaluations sont menées au mieux avec le concours de sociologues ou de psychologues qui n'appartiennent pas à la structure d'ailleurs, et à partir d'entretiens non directifs. Les résultats permettent ainsi de suivre les progrès accomplis, de rectifier ce qui doit l'être. Ça veut dire aussi organiser l'information concernant le mineur donnée au titulaire de l'autorité parentale ainsi qu'aux mineurs d'une manière adaptée à leur degré de maturité. Et donc en cas de recherche biomédicale, comme je l'ai dit tout à l'heure, vérifier l'information donnée avec le nom du rédacteur, la relecture du document par des personnes non soignantes, la prise de connaissance des remarques des comités consultatifs pour la protection des personnes, la mise à disposition d'une brochure sur les généralités de la recherche clinique pour les parents et les enfants et les ados, la signature des parents en bas du document relatif au consentement éclairé également. L'article 5 est consacré au soulagement de la douleur. Alors, on évitera tout examen ou traitement qui n'est pas indispensable et on essaiera de réduire au maximum les agressions physiques ou émotionnelles et la douleur. Alors, en effet, une douleur niée ou non prise en charge est mémorisée par l'enfant, quel que soit son âge. Et l'expérience douloureuse peut avoir des conséquences sur sa perception ultérieure de la douleur et sur son acceptation des soins. Donc la prévention de la douleur, elle est l'affaire de tous. Et la qualité de la prise en charge doit être homogène et non pas personne dépendante. D'où l'importance de la formation de l'équipe. La prévention de la douleur est à concevoir et à organiser en équipe, de manière systématique et pas seulement au coup par coup. Alors, il est important de tenir compte des composantes socioculturelles et éducatives. L'équipe soignante dispose actuellement d'une palette de moyens et d'actions au-delà de la prescription dentalgique, permettant d'améliorer significativement la prise en charge de la douleur. Et soulager la douleur, ne l'oublions pas, est une obligation pour les personnels médicaux et paramédicaux. Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toutes circonstances prévenue, prise en compte et traitée. Alors, dans la prise en charge, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place un volet spécifique sur la prise en charge de la douleur de l'enfant dans le projet d'établissement. Le projet médical ou le projet de soins qui comprend la désignation éventuelle d'un référentiel douleur, la présence d'intervenants spécialisés, la mise en place de conventions avec des équipes douleur et l'accès à des consultations douleur. C'est aussi la mise en œuvre d'une formation continue des professionnels, médecins et soignants dans tous les secteurs pédiatriques, y compris celui des urgences. Une évaluation de la douleur et sa traçabilité est indispensable. Par exemple, l'échelle EVA, l'échelle des visages et Vandol pour la douleur aux urgences, l'échelle de San Salvador pour les enfants non communicants, la DN4 pour les douleurs de type neuropathique, les échelles DAN ou EDIN chez le nouveau-né. Alors, il est essentiel d'effectuer des transmissions écrites dans le dossier de soins du patient, dans le suivi du soin potentiellement douloureux pour l'enfant, en prenant soin de noter les méthodes utilisées, afin de pouvoir les réutiliser lors d'un même type de soins. Et l'information orale de l'enfant et de ses parents et la mise à disposition de documents d'information, notamment le contrat d'engagement dans le livret d'accueil, avec les brochures d'information aussi, adressées aux enfants sur la prise en charge de la douleur avant les soins, qu'il s'agisse de Méopa, d'EMLA, etc. Cette information doit aussi concerner les soins et examens douloureux, dans des guides destinés aux parents, les affiches dans les salles d'examen, etc. Au quotidien, ça veut dire aussi repérer les situations douloureuses, c'est-à-dire les actes et soins douloureux, ou les douleurs liées à la maladie et au traitement, la douleur chez les enfants et les ados non communicants. Et les parents ont un rôle dans le décèlement d'un inconfort ou d'une douleur. C'est aussi l'anticipation, la planification, la coordination pour organiser les soins douloureux, avec par exemple la possibilité d'une anesthésie générale ou des ordonnances remises à l'avance pour les hospitalisations programmées, l'hypnose, la méopa, le conditionnement par le jeu, la musique, l'intervention d'une psychomotricienne, etc. La préférence doit être donnée aux techniques diagnostiques non invasives, comme le saturomètre, le bilirubinomètre, les microméthodes, etc. Ce qui est important aussi, c'est la disponibilité de formes galéniques pédiatriques des médicaments,
en Tadjik, l'existence de protocoles, par exemple aux urgences, pour l'accueil fracture ou la crise vaso-occlusive chez les drépanocytaires. La possibilité des approches non médicamenteuses doit être systématiquement recherchée, comme par exemple solliciter la collaboration des parents tout en laissant le choix, en expliquant la pathologie et les soins. Ça veut dire aussi créer un environnement agréable avec de la musique, le chant, le jeu, la distraction, mais aussi le contact physique, les doudous, les tétines, la tétée au sein, etc. Ça comprend aussi l'hypnose médicale, les séances de relaxation, et surtout la reconnaissance de la douleur, c'est-à-dire consoler et féliciter à la fin du soin, avec par exemple le diplôme du courage, par exemple. La présence nécessaire de 2 voire de 3 personnes pour réaliser certains soins est importante. Par exemple, des soins comme la ponction lombaire ou un pansement de brûlure, c'est important qu'il y ait plusieurs intervenants. Et le ou les parents peuvent participer si les parents, bien sûr, sont préparés et volontaires. Enfin, l'évaluation de la prise en charge de la douleur et notamment la mesure de la satisfaction de cette prise en charge par les enfants et les adolescents et leurs parents est indispensable. L'analyse d'indicateurs de résultats comme le soulagement, le temps de soulagement, peut faire l'objet de réunions de partage lors de réunions d'unité. Article 6, qui concerne les activités de loisirs en fonction de l'âge. Alors, les enfants ne doivent pas être admis dans des services adultes et ils doivent être réunis par groupe d'âge pour bénéficier de jeux, loisirs, activités éducatives adaptées à leur âge en toute sécurité. Et leurs visiteurs doivent être acceptés sans limite d'âge. Alors en effet, les enfants et les adolescents doivent être hospitalisés dans une structure où les locaux et matériels sont adaptés aux différentes classes d'âge, où les compétences nécessaires en pédiatrie sont présentes et où les effectifs sont en nombre suffisant pour prendre en charge les enfants. Alors les unités permettent l'organisation d'activités essentielles pour leur développement somatique, psychologique et social. Alors, des activités culturelles, des activités sportives adaptées, des activités de loisirs, scolaires, etc. Cependant, en cas d'impossibilité avérée de recourir à une unité d'enfants, il y a alors nécessité d'aménager dans un secteur dédié, dans un service pour adultes notamment, pour assurer une prise en charge adaptée. Alors concrètement, c'est mettre en place une organisation matérielle spécifique de l'accueil de l'enfant et de l'adolescent qui doit être adaptée aux différentes classes d'âge. Alors on distingue les enfants de bas âge, c'est-à-dire moins de 3 ans, les enfants d'âge moyen de 3 à 7, les grands enfants de 8 à 11 et les préados et ados de 12 à 17. Alors cette organisation, elle comprend l'organisation de la circulation des enfants et des ados qui doit être totalement distincte de celle des adultes, notamment en psychiatrie. Et ça veut dire aussi organiser bien en amont le relais avec la médecine d'adulte pour ne pas interrompre la prise en charge et appliquer souplement la limite d'âge de 18 ans d'accès à l'hospitalisation en service pour adultes des patients qui sont atteints de pathologies chroniques, de handicap, de maladies psychiatriques qui donc se développent depuis leur plus jeune âge. Et ces décisions doivent prendre en compte la vie du jeune adulte. Alors, l'article 7 préconise un environnement hospitalier adapté. C'est-à-dire que l'hôpital doit fournir aux enfants un environnement correspondant à leurs besoins physiques, affectifs et éducatifs, tant sur le plan de l'équipement que du personnel et de la sécurité. Alors, par exemple, la scolarisation est un élément déterminant dans la socialisation de l'enfant, comme pour le développement de sa vie relationnelle. Donc, le suivi scolaire des enfants en âge scolaire adapté au sein des établissements de santé est un droit dans la mesure où leurs conditions d'hospitalisation le permettent. La scolarisation fait partie intégrante du projet de soins dès lors que l'état somatique, l'état psychique, le niveau de soins et la durée d'hospitalisation le permettent. Cette mise en place, qui est conjointe du projet d'étude et du projet de soins à partir d'une analyse globale de la situation de chaque enfant, est adaptée à chaque patient-élève dont elle contribue à reconstruire l'identité, l'acceptation de soi et la capacité de se penser. Donc, conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 avril 2009 relatif à la création et à l'organisation d'unités d'enseignement dans les établissements et services médico-sociaux ou de santé, les établissements de santé, y compris les HAD, susceptibles de recevoir des enfants, doivent passer une convention avec l'inspection d'académie dont ils relèvent pour organiser un dispositif de scolarisation. C'est-à-dire projet pédagogique, organisation d'unités d'enseignement, modalités de coopération, moyens des unités, etc. Les emplois du temps individualisés sont organisés avec une grande souplesse, de façon à concilier les impératifs des traitements médicaux et les objectifs d'apprentissage. Et la situation de chaque jeune fait l'objet de réunions régulières de synthèse de l'équipe médico-soignante et éducative auxquelles participent tous les intervenants. Ces évaluations périodiques
permettent d'ajuster continuellement la nature et la forme de la prise en charge. Et au terme de la période d'hospitalisation, un suivi, à la fois médical et pédagogique, est mis en place. Dès l'admission en établissement sanitaire, la situation scolaire de chaque patient élève doit faire l'objet d'un bilan approfondi qui permet une évaluation précise de ses acquisitions. Et ce bilan doit prendre en compte la scolarité antérieure ainsi que les conséquences de la maladie ou de l'accident et les ruptures scolaires qui peuvent y être associées. Et en fonction de ce bilan et en liaison avec les équipes médicales de l'établissement, un projet pédagogique personnalisé est défini. La scolarisation peut se faire soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de l'établissement, dans des classes par exemple normalisées ou spécialisées. Et des dispositifs tels que le téléenseignement et l'e-learning peuvent être envisagés. Les enseignants affectés dans les services de soins mettent en œuvre le projet scolaire défini pour chaque jeune patient. Et cet accompagnement est pensé dans une logique de parcours, de projet individuel. Et il concerne également l'accompagnement aux devoirs et le passage des examens. Il peut s'exercer dans une configuration de classe ou au chevet du malade lorsque sa pathologie le bloque au lit ou l'empêche de croiser physiquement les autres élèves. Alors, il est souhaitable de favoriser le maintien du lien avec l'établissement scolaire où l'enfant ou l'adolescent était scolarisé avant son hospitalisation, et ceci afin de minimiser les séparations, exemple par des échanges entre enseignants ou entre élèves. Et cette organisation médico-pédagogique est rendue possible par l'intervention de personnels de l'éducation nationale qui sont placés sous la responsabilité d'un coordinateur pédagogique. Alors, concrètement, ça veut dire donc mettre en place une convention avec l'inspection d'académie pour organiser un dispositif de scolarisation avec projet pédagogique, organisation du enseignement, modalités de coopération, moyens des unités. C'est mettre en œuvre ce projet pédagogique personnalisé après bilan approfondi des acquisitions de l'enfant, intégré au projet personnalisé des soins. C'est mettre en place des réunions de concertation régulières, équipes soignantes éducatives, qui permettent l'intégration de ce projet pédagogique dans le projet personnalisé des soins, par exemple avec des emplois du temps individualisés, la préparation à la sortie, la coordination et les contacts avec l'établissement d'origine. Ça veut dire adapter les locaux en fonction de l'âge, de la pathologie, avec des espaces collectifs de socialisation. Organiser des liens divers avec les SAPAD, c'est le service d'assistance pédagogique à domicile, ou le CNED, et les associations qui interviennent à l'hôpital ou en soutien à la maison, par exemple l'école à l'hôpital, ou votre école chez vous, etc. C'est aussi informer la famille sur la scolarisation par le biais de panneaux d'affichage, un livret d'accueil, etc. Et c'est mettre en place des outils de coordination avec par exemple un réseau informatique Internet pour se connecter avec l'école d'origine par le biais de tableaux numériques interactifs, une connexion en intra par le réseau informatique de la structure de soins entre la chambre du patient et l'espace dédié à la scolarité. Voyons maintenant l'article 8 consacré à la formation spécifique du personnel soignant. L'équipe soignante doit être formée à répondre aux besoins psychologiques et émotionnels des enfants et de leurs familles. Alors en effet, une prise en charge de qualité des enfants et des ados nécessite une formation initiale et continue de l'ensemble des professionnels qui travaillent au contact des enfants. Et cette formation concerne notamment l'information et la communication avec les enfants et les ados et leur entourage. Ça veut dire au quotidien, concrètement, mettre en place un dispositif de formation des professionnels aux spécificités de la prise en charge en pédiatrie et qui porte notamment sur les sujets suivants. Le travail sous le regard des parents, notamment lors de la réalisation de gestes techniques, ce qui est une situation particulière et qui peut représenter une difficulté pour les professionnels. Autre sujet important, c'est la formation de tous les professionnels au contact des enfants à la communication avec les parents et les enfants et les ados. Et c'est essentiel. Elle doit être répétée régulièrement et concerne toutes les modalités de communication. Et elle doit rappeler à l'équipe soignante d'être attentive à ne pas se substituer aux parents. Ensuite, autre sujet, c'est la capacité de délivrer des soins aux enfants en tenant compte de leurs spécificités, que ce soit des actes techniques, que ce soit des évaluations de situation d'urgence vitale chez l'enfant, la pratique des gestes d'urgence spécifiques par tous les personnels, etc. Alors, dans l'article 9, il est question d'assurer une continuité des soins. En effet, l'équipe soignante doit être organisée de façon à assurer une continuité dans les soins donnés à chaque enfant. Et la communication entre les professionnels à l'intérieur des services, entre les services et avec l'extérieur, est un élément clé de la coordination et de la continuité des soins. La spécificité de la coordination et de la continuité des soins pédiatriques concerne essentiellement l'organisation des relais, notamment le relais de la prise en charge à la fin de l'adolescence avec la médecine d'adulte, qui doit être organisée sans rupture.
mais aussi l'information des enseignants et des éducateurs sur les contraintes de la pathologie et les aménagements nécessaires par l'intermédiaire du médecin ou de l'infirmière scolaire, ce qui est à préparer en amont de la sortie, ceci dans le respect des règles de confidentialité et en accord avec les parents, par exemple pour la mise en place d'un projet d'accueil individualisé. C'est aussi la formation des parents, des enfants et de l'entourage sur la maladie et les gestes techniques, la conduite à tenir quand cela est possible. Alors, l'éducation thérapeutique des enfants nécessite une démarche éducative et des documents adaptés à la pédiatrie. Et elle dépend de la qualité de la relation entre les soignants, l'enfant et les parents. Alors, elle doit cependant préserver la relation parent-enfant en évitant de responsabiliser à l'excès les parents dans la délivrance des soins. Alors, concrètement, que se passe-t-il au quotidien? C'est tracer l'information multidisciplinaire dans le dossier patient, y compris dans les documents de sortie ou de transfert, en utilisant un document de traçabilité des transmissions et des sorties, type programme personnalisé des soins. Et les parents peuvent être le vecteur du dossier de l'enfant. C'est préparer en amont la sortie et les transferts, ça je l'ai dit, c'est-à-dire organiser les relais et l'articulation ville-hôpital dans le cadre d'un réseau ville-hôpital, un réseau périnatal et pédiatrique ou d'une HAD, et favoriser le développement et l'organisation des filières de soins qui participent à une prise en charge de proximité. C'est aussi favoriser la collaboration des services de pédiatrie avec la pédopsychiatrie de liaison, qui a notamment pour mission un rôle d'accompagnement et de soutien vis-à-vis des équipes de pédiatrie générale. C'est former les parents aux gestes techniques et à la conduite à tenir en cas d'urgence, leur donner la possibilité, s'ils le souhaitent, de participer aux soins de leur enfant. C'est mettre en œuvre des programmes d'éducation thérapeutique des enfants et des parents avec des temps dédiés, des outils pédagogiques. Et cette éducation thérapeutique doit préserver la relation parent-enfant en intégrant dans le programme d'éducation thérapeutique les motivations et les possibilités de l'enfant et des parents. La responsabilisation pourra se faire étape par étape en fonction du cheminement de chacun. Et ça veut dire aussi organiser en amont le relais entre les secteurs de pédiatrie et les secteurs adultes. Alors, dans l'article 10, il est question du respect de l'intimité de l'enfant. Ça, ce n'est pas différent de l'adulte. L'intimité de chaque enfant doit être respectée. Il doit être traité avec tact et compréhension en toutes circonstances. Et là, je pense que ça se passe d'explication. Et bien voilà, cette deuxième partie de la vidéo sur les chartes est terminée. J'espère que cela vous permettra de mieux comprendre les chartes et leur impact. À bientôt.